Nous allons aborder un projet d'un autre document fondamental pour notre bassin versant, c'est le plan de gestion des risques d'inondation. Alors pour nous en parler, nous avons Monsieur Farcy de la Drieux, à qui je donne 15 minutes pour nous présenter ce document-là, afin que nous surnagions un petit peu par rapport à ce sujet-là. Donc, euh, cette présentation va être scindée en deux grandes parties. La première pour vous permettre de situer le plan de gestion des risques d'inondation dans un contexte plus large. La seconde va, la seconde va vous permettre de prendre connaissance dans ces grandes lignes du projet de plan de gestion des risques d'inondation. Et je terminerai par deux exemples locaux qui m'ont été transmis par mes collègues de l'Adréal Grand Est. Première partie. Le bassin Seine-Normandie est l'un des 6 grands bassins hydrographiques français. Son linéaire de cours d'eau est de 56 000 km de longueur et sa façade maritime de 640 km. Comme vous pouvez le voir sur cette carte d'occupation du sol du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands, la plupart des agglomérations sont situées le long des cours d'eau ou sur la façade maritime. Un petit rappel sur la notion de risque. Je rappelle, le risque est un croisement d'un aléa avec des enjeux, et les aléas sont la manifestation d'un phénomène d'origine naturelle ou anthropique. Inondation, ce qui nous concerne. Les enjeux sont l'ensemble des personnes, des biens et des activités économiques et du patrimoine naturel et culturel qui sont susceptibles d'être affectés par ce phénomène. On peut évoquer aussi la notion de vulnérabilité. La vulnérabilité d'un territoire, d'un bâtiment ou d'une organisation caractérise sa sensibilité face au risque. Exemple, dans une zone inondable, une maison de plein pied est plus vulnérable qu'une maison à étage. 4 types d'inondations coexistent sur le bassin Seine-Normandie. Tout d'abord, les débordements de cours d'eau. Nous avons les crues lentes qui concernent les grands cours d'eau, tels la Marne ou la Seine, et les crues rapides qui affectent certains fleuves côtiers ou des petits affluents, ainsi que les têtes de bassin. Nous avons également la submersion marine, qui vous concerne assez peu, et les inondations par ruissellement, par contre, qui touchent tout le bassin. Elles font généralement suite à un événement pluvieux de forte intensité ou un cumul de pluie important pendant plusieurs jours qui sature les sols, les réseaux et les ouvrages de rétention ainsi que de gestion des eaux pluviales. Enfin, nous avons les aléas par remontée de nappe qui concernent quant à elles les zones humides terrestres et les marées fluvio-maritimes, mais aussi certains secteurs crayeux, comme vous pouvez le voir sur la carte du BRGM et sur la diapositive. Alors, le changement climatique pourrait aggraver, d'une part, l'aléa de submersion marine par élévation du niveau moyen des mers, mais aussi l'aléa de ruissellement sous l'effet d'événements pluvieux plus fréquents et plus intenses. Comme vous pouvez le constater donc, sur cette diapositive, les enjeux environnementaux, patrimoniaux, humains et économiques sont très importants sur le bassin. Par exemple, plus du quart de la population est en zone inondable, ainsi que 40% des emplois. Nous avons également 800 établissements de santé qui sont situés en zone inondable, ainsi que 600 stations d'épuration de grande taille. Alors, la politique des risques d'inondation. Alors, cette politique se décline d'abord au niveau européen par la directive inondation qui date de 2007. Cette directive a été transposée dans la législation française par la loi du 12 juillet 2010, dite loi Grenelle II. L'objectif fondamental de cette directive est de fournir un cadre aux États membres pour réduire les conséquences négatives des inondations sur la santé humaine, le patrimoine naturel et culturel, ainsi que les activités économiques, et selon des actions qui sont proportionnées au regard de l'événement. À l'échelle du bassin hydrographique,
la mise en œuvre de cette directive inondation fait l'objet, euh, alors, alors en fait, elle se décline à différents niveaux, cette directive inondation. À l'échelle du bassin Seine-Normandie, par un plan de gestion des risques d'inondation, qui est un document cadre de planification comme le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, mais aussi à une échelle plus fine par des stratégies locales sur les risques, sur les territoires à risque important d'inondation. Alors, vous avez également des outils opérationnels qui permettent de la mettre en œuvre, les plans de prévention des risques naturels, les plans d'action et de prévention des inondations, les plans communaux de sauvegarde ou des documents de planification comme les schémas de cohérence territoriaux ou les plans locaux d'urbanisme. Alors, à l'échelle de notre bassin, la mise en œuvre de la directive inondation fait l'objet de 4 étapes successives sur un cycle de 6 ans et selon un principe d'amélioration continue. Le premier cycle a débuté en 2011 et le second cycle en 2017. Chaque cycle prévoit, pour la première étape, une évaluation préliminaire du risque d'inondation. C'est un état des lieux, des enjeux qui sont exposés et des événements historiques marquants. Ce diagnostic a été produit en 2011 et il a fait l'objet d'un addendum en 2018. Ce diagnostic conduit à la deuxième étape, qui est le choix des territoires à risque important d'inondation. La troisième étape est la cartographie des surfaces inondables et des risques d'inondation sur ces territoires à risque important. Alors, les cartographies ont été approuvées en 2013 et en 2014, et lors du second cycle, elles ont fait l'objet de mise à jour à la marge. La quatrième étape est la production du plan de gestion des risques d'inondation. Alors, un premier plan a été approuvé fin 2015 pour la période 2016-2021 et le plan de gestion des risques d'inondation pour le second cycle est en cours. Alors, ce plan est décliné à l'échelle des territoires à risque important d'inondation par des stratégies locales qui doivent être adaptées aux spécificités du territoire. Alors, à l'échelle du bassin Seine-Normandie, 16 territoires à risque important d'inondation ont été identifiés. La liste a été maintenue telle qu'elle lors du second cycle. Un territoire à risque important d'inondation, comme son nom l'indique, est une zone où les enjeux potentiellement exposés aux inondations sont les plus importants. Et ils font l'objet d'une priorisation des moyens publics pour gérer ces risques. Trois types d'aléas caractérisent ces territoires sur notre bassin. Débordement de cours d'eau, submersion marine et ruissellement, et parfois combinés. Alors, ces territoires qui apparaissent en rouge sur la carte concentrent une part très importante de la population et des emplois du bassin. Et sur votre secteur, nous avons le territoire à risque important de Troyes, de Châlons-en-Champagne et de Saint-Dizier. Alors maintenant, je vais aborder l'élaboration du projet de plan de gestion des risques d'inondation pour la période 2022-2027. Alors, ce chantier a été initié en 2019 par une enquête auprès de parties prenantes et de services de l'État. Cette enquête a mis en évidence le souhait d'une continuité entre les deux plans de gestion des deux cycles, ainsi que des améliorations à apporter, notamment sur l'aménagement durable des territoires, la prise en compte de l'aléa remontée de nappe et la gestion des eaux pluviales. Le chantier s'est poursuivi jusqu'à l'automne 2020 pour aboutir au projet qui vous est présenté. Le comité du plan Seine élargi au bassin est son comité de pilotage pour le compte du préfet coordonnateur de bassin. Il comprend des représentants de l'État, des collectivités locales, de chambres consulaires, mais aussi des associations et d'opérateurs de réseau. Et il s'appuie sur un comité technique ainsi que sur des acteurs locaux que nous avons mobilisés lors de 4 ateliers thématiques en 2019 et en 2020, qui portaient sur l'aléa, les risques et l'aménagement du territoire, la gestion de crise et la culture du risque. Alors ce projet, comme on l'a vu tout à l'heure,
et, et depuis le 1er mars, soumis à une consultation du public pour une période de 6 mois, et également à l'avis des parties prenantes pour une période de 4 mois. Le plan de gestion définitif sera amendé pour prendre en compte les différents avis et sera approuvé par le préfet coordonnateur de bassin en mars 2022. Alors maintenant, le contenu du plan. Alors, 4 grands objectifs ont été définis pour répondre aux défis qui avaient été fixés par la directive inondation. Alors, l'objectif premier regroupe toutes les dispositions qui sont relatives à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire. Et pour atteindre cet objectif, les dispositions qui ont été prises préconisent la réalisation de diagnostics de vulnérabilité, par exemple dans les documents d'urbanisme, l'encadrement de l'urbanisation en zone inondable et la protection des zones humides, l'évitement ou l'encadrement des aménagements dans le lit majeur du cours d'eau. Mais enfin, la prise en compte de la gestion des eaux pluviales dans la planification et les aménagements. L'objectif 2 regroupe toutes les dispositions qui sont relatives à la réduction de l'aléa. Agir sur l'aléa permet en effet de limiter l'ampleur des inondations. Et pour atteindre cet objectif, les solutions fondées sur la nature sont privilégiées. Prise en compte du fonctionnement naturel des cours d'eau, protection et restauration des zones d'expansion des crues et des milieux humides, prise en compte du ruissellement à l'échelle du bassin versant. L'objectif 3 regroupe quant à lui toutes les dispositions qui sont relatives à la gestion de crise. Et pour atteindre cet objectif, le plan de gestion des risques d'inondation préconise le renforcement de la qualité des outils de surveillance et de prévision ainsi que leur partage. Le renforcement de la préparation à la gestion de crise via l'élaboration de plans communaux de sauvegarde opérationnelle, par exemple, et la réalisation d'exercices de crise à l'échelle adaptée. Et enfin, le renforcement de la résilience des réseaux d'infrastructures. Alors, pour terminer là-dessus, les retours d'expérience permettent de mieux appréhender les crises à venir. L'objectif 4 regroupe toutes les dispositions qui sont relatives à l'amélioration de la connaissance, de la culture du risque et de la gouvernance. Et pour atteindre cet objectif, le projet de PGRI prône l'approfondissement des connaissances sur les aléas, les enjeux, les ouvrages de protection et une amélioration de leur partage. Et également une meilleure sensibilisation et mobilisation de tous les acteurs, élus, citoyens, acteurs économiques. Et enfin, le renforcement de la maîtrise d'ouvrage au travers de la compétence GEMAPI et de la coopération entre tous les acteurs. Au total, il y a 80 dispositions. Alors, des icônes permettent au lecteur de savoir si la disposition s'applique sur l'ensemble du bassin, si elle est commune avec le SDAGE, ou si elle s'applique en priorité sur un territoire à risque important d'inondation, ou uniquement sur ce territoire. Un petit focus sur l'articulation entre le plan de gestion des risques d'inondation et le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Alors, ce sont des documents de planification, comme on l'a vu tout à l'heure, dont les champs d'action se recouvrent partiellement. Et le tableau qui vous est présenté permet de voir quels sont les domaines communs. Au total, nous avons 14 dispositions communes entre les deux documents et qui concernent 3 orientations fondamentales du SDAGE, l'OF1, l'OF4 et l'OF5. Un petit mot également sur les stratégies locales de gestion des risques d'inondation. Alors, une stratégie locale doit être élaborée pour chaque territoire à risque important d'inondation. Il est possible d'en élaborer une pour plusieurs territoires. Et c'est pour ça que nous avons 15 stratégies locales pour 16 territoires à risque important, puisqu'une stratégie regroupe 2 territoires, c'est celle de Caen, d'Yves ou Istréam. Alors, chaque stratégie doit comprendre des mesures adaptées au territoire, concourant à atteindre les objectifs fixés par le plan de gestion des risques d'inondation. Par exemple, un programme d'action de prévention des inondations. Alors, les stratégies sont élaborées par des parties prenantes, ce sont des collectivités locales, en lien avec l'État. Et chaque stratégie est portée par une structure porteuse qui joue un rôle mobilisateur et d'animation.
Alors, maintenant, le focus sur votre secteur. Donc, je vais évoquer, pour commencer, le PAPI de Troyes et du bassin de la Seine supérieure. Le porteur de ce PAPI est le PTB Seine-Grand Lac. Ce PAPI a été labellisé en 2019 et son périmètre allait des sources de la Seine à sa confluence avec l'Aube. Alors, ce PAPI s'inscrit dans la continuité du plan submersion rapide de Troyes qui visait à conforter les digues de protection de l'agglomération troyenne. Il est également dans la poursuite des objectifs de prévention des inondations qui avaient été fixés sur le territoire à risque important de Troyes et qui avaient été établis par la stratégie locale de Troyes approuvée en 2016. Et il est dans le prolongement du PAPI d'intention de la Seine troyenne qui s'était achevé en 2018. Alors la différence entre un PAPI d'intention et un PAPI complet, c'est que le PAPI d'intention ne concerne que des études et le PAPI complet prévoit également des travaux. Alors, la stratégie issue de ce papier d'intention reposait sur deux axes. Tout d'abord, le confortement des ouvrages de protection classés dans l'agglomération troyenne et non réhabilités dans le cadre du plan submersion rapide. Et d'autre part, l'amélioration de la gestion des écoulements dans l'agglomération troyenne. Un deuxième focus sur le papier d'intention Marne-Vallée, Vallage-Pertois, qui a été labellisé également en 2019. C'est un papier d'intention et qui est porté également par la même structure que précédemment. Son périmètre est centré sur le territoire à risque important d'inondation de Saint-Dizier, le lac réservoir Marne. Alors, le programme d'action qui a été proposé met notamment l'accent sur l'acquisition d'une connaissance plus précise de la vulnérabilité du territoire aux inondations, le développement de la culture du risque, le confortement des capacités hydrauliques du lac réservoir, la recherche d'autres solutions pour le ralentissement des écoulements en amont du tronçon court-circuité par le lac réservoir, et enfin, la définition des systèmes d'endiguement à autoriser. J'en ai terminé. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Farcy. Je vous propose, comme nous sommes un tout petit peu en retard, de ne vous poser qu'une seule question qui provient de Monsieur Martin, qui est maire de Saint-Just-Sauvage, et qui pose la question: qu'envisagez-vous pour les communes systématiquement impactées par les crues suite à l'absence de gestion de certains qui ne sont pas directement concernés? Je suppose en amont, ou enfin voilà, la question ne le dit pas. Merci, Monsieur Farcy, si vous voulez bien répondre à cette question. Pour travailler sur les crues, il y a plusieurs façons d'y arriver. Vous avez donc d'abord être sélectionné dans un territoire à risque important d'inondation. Alors ça, c'est le PGRI qui va les déterminer au travers de l'évaluation préliminaire du risque d'inondation. Et la seconde, c'est peut-être de demander aux services de l'État, si les enjeux sont importants, de pouvoir réaliser un plan de prévention des risques d'inondation. Alors après, il y a une troisième possibilité, c'est de rentrer donc à l'échelle du bassin versant, puisque c'est le bassin de risque qui compte. C'est de mettre en place un plan d'action de prévention des inondations à cette échelle avec une bonne structure porteuse afin d'aborder l'intégralité des problématiques à cette échelle.